Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est au cœur de notre programme de géographie 2 secondes, mais qui est aussi et surtout au cœur de notre quotidien, la gestion des ressources. Pensez-y une seconde. L'eau que l'on boit, l'énergie qui alimente nos smartphones, tout ça, tout repose sur l'exploitation des ressources de notre planète. Et cette exploitation, c'est devenu un défi absolument majeur. C'est peut-être même le grand défi de notre siècle. Alors, pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème, commençons par un chiffre. Accrochez-vous bien, 500%. C'est l'augmentation de la consommation mondiale d'énergie depuis 1950. C'est une croissance complètement folle, exponentielle, qui met une pression énorme sur notre planète. Du coup, ça nous amène à la grande question qui va nous guider. Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins d'une population mondiale qui ne cesse de grandir, sans pour autant vider la planète de ses ressources et détruire notre environnement? Pour tenter d'y répondre, on va suivre un plan en 3 temps. D'abord, on va voir que les ressources sont vitales, mais qu'elles sont très inégalement réparties. Ensuite, on analysera comment cette situation crée de nombreuses tensions. Et enfin, on regardera quelles sont les pistes pour une gestion plus durable. Allez, c'est parti, tout notre première partie. On va explorer ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde la planète dans son ensemble, on a l'impression que les ressources sont abondantes, mais en réalité, leur accès est profondément inégal. Avant toute chose, il faut qu'on soit bien d'accord sur une définition essentielle. C'est quoi une ressource? Attention, ce n'est pas juste un élément qui existe dans la nature. Non. C'est un bien de l'environnement auquel une société, à un moment donné de son histoire et avec ses technologies, accorde une valeur. L'exemple parfait, c'est le pétrole. Avant l'invention du moteur à explosion, ce n'était qu'un liquide noir un peu poisseux. Ça n'avait pas de valeur particulière. Retenez donc bien ceci. La valeur d'une ressource est une construction sociale et technique. En gros, on peut classer les ressources en 2 grandes familles. D'un côté, il y a les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Elles ne se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine. Une fois qu'on les a brûlées, c'est terminé. Et en plus, on le sait, leur combustion massive est la cause numéro 1 du changement climatique. De l'autre côté, on a les ressources renouvelables, comme l'eau, le soleil, le vent. Celles-ci se régénèrent, elles sont donc durables, à condition bien sûr de les gérer intelligemment et de ne pas les surexploiter. Et pourtant, malgré tout ce qu'on vient de dire, regardons la réalité en face. Plus de 80%, c'est la part de nos besoins énergétiques mondiaux qui sont aujourd'hui couverts par ces fameuses énergies fossiles. C'est un chiffre énorme qui montre à quel point on est dépendant et à quel point la transition sera difficile. Maintenant qu'on a posé les bases, passons à la deuxième partie. On va zoomer sur les inégalités parce qu'elles sont vraiment criantes à l'échelle mondiale. La question est simple. Qui a accès à ces ressources et qui les consomme? Alors là, ce graphique, il est sans appel. Il parle de lui-même. On voit très bien que la consommation d'énergie par habitant est un super indicateur des inégalités de développement. Comparez juste la barre pour l'Amérique du Nord avec celle de l'Afrique subsaharienne. Le fossé est juste gigantesque. D'ailleurs, il faut savoir que dans cette région du monde, il y a encore plus d'1 milliard de personnes qui vivent sans accès à l'électricité. Imaginez. Ce schéma, c'est un peu comme si on regardait notre régime alimentaire énergétique mondial. Et qu'est-ce qu'on voit? Que nos plats principaux, c'est toujours, et encore, le pétrole, le charbon et le gaz naturel. C'est vraiment l'essentiel de notre consommation. Les énergies renouvelables, même si on en parle beaucoup, elles restent encore une petite part de ce mix global. Et pour l'eau douce, c'est la même histoire. L'inégalité est tout aussi choquante. Figurez-vous que 70% de toute l'eau douce utilisée dans le monde sert à l'agriculture. Pendant ce temps, des centaines de millions de personnes n'ont même pas un accès de base à l'eau potable, ce qui cause des problèmes sanitaires gravissimes. Et le pire dans tout ça, c'est que 80% de nos eaux usées sont rejetées directement dans la nature sans aucun traitement. On pollue la ressource même qui nous est la plus vitale. Bon, on a vu les inégalités. Maintenant, on va monter d'un cran. Parce que forcément, cette compétition pour l'accès aux ressources, c'est une source majeure de tensions et de conflits, que ce soit à l'échelle locale ou mondiale. C'est notre 3e point. Pour illustrer ça, regardez cette phrase de l'ancien président américain Donald Trump. C'est très révélateur. Il ne parle pas seulement d'indépendance énergétique, ce qui est déjà un objectif en soi, mais bien de domination énergétique. Le mot est lâché. Ça montre parfaitement que le contrôle des ressources est un enjeu de puissance. Et pour bien comprendre la portée de ce genre de document, il faut absolument utiliser la méthode d'analyse critique qu'on vous demande au lycée. Allez, on applique cette méthode ensemble, étape par étape. Premièrement, on présente. C'est simple, c'est un extrait d'un discours de Donald Trump en 2017. Deuxièmement, on contextualise. C'est crucial. À ce moment-là, les États-Unis sont en plein boom de production grâce au gaz et pétrole de schiste. Troisièmement, on analyse. Le mot domination, il est très fort. Il montre une volonté claire d'utiliser l'énergie comme une arme géopolitique. Et enfin, quatrièmement, on critique. Il faut se rappeler que c'est le point de vue d'un chef d'État. C'est un discours politique qui veut rassurer les Américains et envoyer un message à ses rivaux. Il faut donc toujours le prendre avec un peu de distance.
Mais attention, les tensions ne sont pas seulement l'affaire des grandes puissances. Cette compétition pour les ressources, elle existe à toutes les échelles, y compris très localement. On appelle ça des conflits d'usage. La guerre de la coquille Saint-Jacques en est un très bon exemple. Des pêcheurs français et britanniques qui s'affrontent pour avoir accès à la même ressource, dans la même zone, mais avec des règles du jeu différentes. Ça montre bien que cette compétition se joue absolument partout. Bon, après ce constat des problèmes et des tensions qui n'est pas très réjouissant, on va maintenant explorer les solutions qui sont envisagées pour essayer de construire un avenir un peu plus durable. Cette prise de conscience mondiale, elle ne s'est pas faite en un jour. Cette frise le montre bien. On peut dire que le vrai point de départ, c'est 1987, avec le fameux rapport Brundtland, qui est le premier à définir le développement durable. Ensuite, on a eu d'autres tentatives, comme le protocole de Kyoto, et bien plus récemment, les accords de Paris lors de la COP 21 en 2015. On voit donc bien qu'une sorte de gouvernance mondiale de l'environnement essaye de se mettre en place, même si, on ne va pas se le cacher, c'est assez difficile. Au cœur de toutes les solutions, il y a un concept clé, c'est celui de la transition énergétique. Attention, ça ne veut pas seulement dire remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. C'est aussi, et c'est fondamental, transformer en profondeur nos manières de consommer pour aller vers plus de sobriété. C'est-à-dire, tout simplement, consommer moins et consommer mieux. Alors bien sûr, les grandes idées, c'est bien, mais le plus important, c'est de les transformer en objectifs politiques concrets. Prenez ce chiffre, 27%. C'est la part d'énergie renouvelable que l'Union européenne s'est engagée à atteindre dans sa consommation d'ici 2030. C'est un objectif chiffré, ambitieux, et ça force les pays membres à vraiment agir. Pour terminer, je vous ai préparé une petite fiche de révision synthétique avec tous les éléments essentiels à retenir, que ce soit pour vos prochains contrôles ou même déjà en vue du baccalauréat. Alors, s'il y a 2 dates charnières à retenir, ce sont celles-là, 1987 et 2015. Pour les acteurs, il faut penser à plusieurs échelles. Il y a bien sûr les États, comme les États-Unis ou la Chine. Il y a les firmes transnationales, ces grandes entreprises mondiales qui exploitent les ressources. Et enfin, il y a les organisations internationales, comme l'ONU ou les ONG, qui tentent de réguler ou de lancer l'alerte. Voici maintenant 3 définitions que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Le développement durable, celle-là, c'est à connaître par cœur. Le conflit d'usage, c'est un terme très utile pour analyser des situations concrètes comme la guerre de la coquille Saint-Jacques. Et enfin, la ZE, la zone économique exclusive. C'est un concept clé pour comprendre comment les États contrôlent les ressources en mer, que ce soit la pêche ou les gisements de pétrole. Et pour finir, quelques conseils de méthode. Pensez toujours à jongler entre les échelles d'analyse, du mondial au local. Ne vous contentez jamais de décrire un document, il faut toujours le croiser avec les connaissances de votre cours. L'erreur la plus fréquente, c'est d'oublier la dimension critique, de boire les paroles d'une source sans se poser de questions. Et enfin, méfiez-vous des visions trop simples qui opposeraient les bons et les mauvais. La réalité est toujours plus complexe. On termine sur cette célèbre citation qui résume parfaitement l'esprit du développement durable. La gestion des ressources, ce n'est pas seulement un enjeu économique ou géopolitique, c'est avant tout une question de responsabilité envers les générations qui nous suivront. Une question qui, aujourd'hui, est entre nos mains.